Une étude récente révèle que les États-Unis manquent actuellement d'armes pour se battre. Ce rapport d'étude provient du CSIS. Il contient des informations vraiment choquantes. Aujourd'hui, nous allons examiner cela en détail. Regardons tout de suite. Lors de cette guerre au Moyen-Orient, les États-Unis ont littéralement réduit l'Iran en ruine. Ils ont frappé toutes les principales villes iraniennes. Ils ont également attaqué toutes les principales installations militaires et usines de l'Iran. En revanche, les pays du Golfe ont aussi été attaqués, et beaucoup d'équipements de défense aérienne américains utilisés. Voyons d'abord les principaux stocks de missiles de l'armée américaine et ceux utilisés durant cette guerre. Le CSIS a publié la consommation des principaux systèmes d'armes durant les 39 premiers jours de la guerre, selon les données budgétaires du département de la défense américain. Les États-Unis possédaient environ 3100 missiles Tomahawk avant la guerre, et en ont utilisé plus de 850 durant le conflit. Cela représente environ 27,4% du stock. Il faudra environ 47 mois pour reconstituer cette quantité. Le missile JASM, qui a une portée de 1000 km et coûte 1,6 milliard de won, l'unité comptait 4400 exemplaires avant la guerre. Plus de 1000 missiles ont été utilisés, soit environ 22,7% du stock. Il faudra 48 mois pour reconstituer cette quantité. Le missile JSSM, conçu par les États-Unis pour une éventuelle guerre contre la Chine, a été largement utilisé. Pour le missile PRSM, arme de précision pour frappes au sol, seuls 90 étaient en stock et jusqu'à 70 auraient été utilisés pendant cette guerre. 77,7% ont été utilisés durant cette guerre, et 46 mois seront nécessaires pour les reconstituer. Le missile SM-3, avec 410 unités avant la guerre, en a utilisé jusqu'à 250 cette fois-ci. Environ 60,9% ont été utilisés. Dans le cas du SM-3, le CSIS prévoit que le délai de reconstitution sera le plus long, estimé à 64 mois. Et pour le missile intercepteur SM-6, il y en avait 1160 auparavant, mais jusqu'à 370 ont été utilisés cette fois-ci, soit environ 31,8%. Il faudra 53 mois pour les reconstituer. Dans le cas des missiles THAAD, il y en avait 360, mais jusqu'à 290 ont été utilisés cette fois-ci. Pour les missiles THAAD, c'est dans cette guerre qu'ils ont connu le taux de consommation le plus élevé en pourcentage. Ils ont utilisé pas moins de 80,5% de leur stock. Il faudra 53 mois pour les reconstituer. Pour les missiles Patriot, il y en avait 2330 auparavant, mais jusqu'à 1430 ont été utilisés cette fois-ci. Ils en ont utilisé 61,3%, et il faudra environ 42 mois pour les reconstituer. De plus, les dépenses de guerre ont été très élevées. D'après le CSIS, le coût quotidien atteint près de 1500 milliards de wons. Comme vous pouvez le voir, non seulement les principales armes de frappe de précision diminuent, mais même les missiles intercepteurs de défense sont en baisse en même temps. La baisse des stocks d'armes défensives est bien plus critique, car elles doivent être utilisées dès l'attaque ennemie, contrairement aux armes offensives, utilisables de façon sélective. Si des systèmes d'interception comme le Patriot ou le THAAD s'épuisent rapidement, les forces américaines verront inévitablement leur capacité à protéger leurs bases, leurs troupes et leurs infrastructures clés diminuer de façon notable. Le principal reproche concerne la lenteur de production. Les États-Unis actuels ne peuvent plus fabriquer des armes aussi vite qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. En quelques semaines de guerre au Moyen-Orient, autant de missiles ont été utilisés que plusieurs années de production. Le CSIS estime qu'il faudra entre 1 an et 4 ou 5 ans pour reconstituer les armes utilisées cette fois-ci. Pour suivre ce rythme rapidement, il faut réorganiser toute la structure industrielle, pas seulement augmenter la production. La commission militaire du Congrès américain exprime aussi des inquiétudes concrètes à ce sujet. Selon le rythme de production actuel, il pourrait falloir plusieurs années pour reconstituer les missiles et les munitions utilisés cette fois-ci à leur niveau initial. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu simplement en faisant tourner davantage les usines. Comme l'approvisionnement en composants clés, le personnel de recharge et l'approbation du budget doivent tous être coordonnés simultanément. Il est tout à fait possible que la vitesse réelle de reconstitution soit encore plus lente. De plus, selon l'analyse du CSIS, il pourrait falloir plus de 5 ans pour reconstituer ces armes, ce qui révèle un problème structurel. Après avoir concentré la puissance de feu, la capacité de réponse sur d'autres théâtres diminue fortement. En particulier, la région Asie-Pacifique, et surtout l'ouest du Pacifique, est la zone la plus sensible pour les États-Unis. Le plus grand risque est que, si une guerre éclate dans cette région, il pourrait y avoir une pénurie simultanée de missiles de frappe de précision et de systèmes d'interception anti-aérienne.
En regardant le volume de missiles utilisés dans la guerre actuelle, on constate que ces inquiétudes ne sont pas exagérées. Presque tous les actifs clés, des missiles de frappe à longue portée aux missiles d'interception défensive, ont été consommés en même temps, et certaines armes ont été utilisées à un rythme bien supérieur à la production annuelle. Même si l'on décide d'augmenter la capacité de production dans une telle situation, il sera difficile de résoudre le problème à court terme. Les missiles ne sont pas de simples produits assemblés, mais nécessitent une technologie avancée, une chaîne d'approvisionnement complexe et des installations de production limitées, ce qui impose des limites structurelles à l'augmentation rapide de la production. C'est pourquoi la vulnérabilité dans l'ouest du Pacifique s'est accrue. Alors qu'auparavant, les États-Unis pouvaient maintenir la capacité d'exercer une pression militaire sur plusieurs théâtres, simultanément, il est désormais plus facile qu'une région soit laissée sans défense si l'attention se concentre ailleurs. En particulier, compte tenu de la puissance de feu massive de missiles et de la capacité A2/AD que la Chine a développée, il est possible que les États-Unis ne puissent pas projeter suffisamment de puissance de feu lors des premières phases d'un conflit. Ce vide n'est pas seulement une question de chiffres, mais peut devenir un facteur qui remet en cause la maîtrise même du conflit. Ce qu'il faut surtout noter, c'est que même les actifs américains déployés en Asie ont été transférés au Moyen-Orient. En raison de l'ampleur des munitions utilisées dans cette guerre, il était difficile de faire face uniquement avec les stocks existants, et il a donc fallu transférer des ressources d'autres théâtres. En réalité, certains missiles et munitions déployés en Asie et en Europe ont été redéployés au Moyen-Orient, ce qui a rapidement suscité des inquiétudes quant à la défense régionale. En particulier, le cas symbolique du missile d'interception THAAD déployé en Corée, qui a été transféré au Moyen-Orient puis renvoyé, montre à quel point la gestion des ressources américaines était urgente. De plus, 2 groupes expéditionnaires de Marines, soit environ 4400 hommes, qui étaient déployés dans la région du Pacifique, le transfert de ces effectifs vers le Moyen-Orient a temporairement affaibli la capacité de réaction immédiate dans la région asiatique. Ces mouvements sont forcément perçus comme très sensibles par les Alliés. En particulier, dans le cas de la Corée du Sud, le pays a déjà pris des décisions en matière de sécurité, en acceptant même de subir de fortes représailles économiques de la part de la Chine, comme lors du déploiement du THAAD. C'est pourquoi le maintien de ce déploiement a représenté un lourd fardeau au niveau national, et le fait que ce matériel ait été déplacé sans concertation préalable suffisante n'a pu qu'accentuer le sentiment de gêne. Parce que les moyens de défense ne sont pas de simples équipements, mais relèvent d'une question de confiance. Si ce genre de situation se répète, les Alliés se poseront naturellement des questions, car l'incertitude grandit quant à savoir si, en cas de crise, les États-Unis feront réellement passer la défense de leurs alliés en priorité, ou si leurs moyens pourront être retirés à tout moment, sous prétexte qu'ils sont nécessaires sur un autre théâtre d'opération. La Maison-Blanche a rejeté ces inquiétudes. Sa porte-parole, Caroline Leavitt, a assuré que les États-Unis ont assez d'armes pour obéir aux ordres du commandant en chef partout dans le monde. Néanmoins, les voix inquiètes continuent de se faire entendre. Les États-Unis soutiennent l'industrie de défense pour accroître la production de munitions et réaffectent des missiles d'interception prévus pour l'Europe, afin de renforcer leur stock. Ils ont aussi sollicité au Congrès un budget supplémentaire de 518 000 milliards de won pour des réserves de munitions. En plus de cela, il est rapporté que le département de la Défense discute avec des entreprises manufacturières majeures comme Ford et GM des moyens d'accroître la production d'armes. À ce moment précis, le pays sur lequel il faut porter le plus d'attention est la Chine. Actuellement, les États-Unis conservent certes leur capacité à mener une guerre, mais ils sont de plus en plus sous pression face à la nécessité de gérer plusieurs fronts en même temps. Si la Chine profite de cette pénurie de munitions, la situation pourrait totalement changer. En particulier, si les tensions s'intensifient brusquement dans le détroit de Taïwan, ou si un affrontement militaire éclate, les États-Unis devront faire face à un double fardeau. Devoir à la fois composer avec l'usure de leurs forces déjà engagées au Moyen-Orient et répondre au front asiatique. Le problème est le timing. La rapidité de la réaction initiale compte plus que la capacité à tenir sur la durée en guerre. Parmi les experts militaires, on considère que les 72 premières heures après le déclenchement d'une guerre sont cruciales pour déterminer l'ensemble du déroulement du conflit. Sans supériorité aérienne ni contrôle maritime rapidement acquis, les opérations suivantes risquent de devenir désavantageuses. Mais dans une situation comme celle-ci, où il manque à la fois des missiles de frappe de précision et des systèmes d'interception anti-aérienne, il est possible que la réponse initiale soit retardée. Cela peut entraîner un risque structurel de céder l'initiative du champ de bataille à l'adversaire. En plus de cela, il faut également examiner la stratégie que la Chine a mise en place. La Chine dispose déjà d'une importante force de missiles et applique une stratégie d'anti-accès. Elle a mis en place une stratégie d'interdiction de zone, c'est-à-dire un système A2/AD. Cette stratégie rend difficile l'accès même des porte-avions et des forces aériennes américaines à certaines zones.
Si les États-Unis doivent affronter ce réseau de défense sans disposer d'un nombre suffisant de missiles et de systèmes d'interception, le coût initial pour percer cette défense sera inévitablement beaucoup plus élevé. Si les pertes s'accumulent au cours de ce processus, les options opérationnelles pourraient également être limitées par la suite. En fin de compte, la situation actuelle est considérée comme beaucoup plus dangereuse, car les éléments clés du champ de bataille, à savoir le timing et la capacité de réaction initiale, sont tous deux ébranlés. Dans ces conditions, si un pays procède à des calculs stratégiques, il est tout à fait possible qu'il considère ce moment précis comme une véritable opportunité.